Bonsoir et bienvenue à Dialoguer. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le professeur Bernard Hirschel pour une présentation, une conférence sur les origines ou la question des origines biologiques de l'homosexualité. J'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent, mais je vais quand même dire 2-3 mots sur qui il est pour éventuellement ceux qui ne le sauraient pas. Donc Bernard Hirschel a été, puisqu'il est maintenant à la retraite, mais le professeur SIDA de Genève. Il est un scientifique de renommée internationale et je ne vais pas faire maintenant toute sa biographie SIDA puisque ce n'est pas pour ça qu'il vient ce soir, mais quand même rappeler deux éléments très importants, y compris pour nous, à dialoguer dans sa carrière. C'était d'une part que c'est un des acteurs qui à Genève a agi de manière intense pour que les trithérapies, lorsqu'elles sont apparues en 1996, soient rapidement disponibles et à l'époque gratuitement pour les personnes qui vivaient avec le VIH, parce que ce n'était pas du tout quelque chose de traditionnel en Suisse, où pour valider des médicaments ça peut prendre des années. Et grâce à lui, ces traitements ont été disponibles très rapidement, et grâce aussi à Guy-Olivier Second à l'époque. Et autre événement lié à sa carrière autour du SIDA, c'est qu'il y a 9 ans, si je ne me trompe pas, c'est lui qui est à l'origine de ce qui est connu maintenant sous le nom de Swiss Statement. En d'autres mots, c'est Bernard Hirschel qui le premier a dit à voix haute et forte que les personnes qui prenaient sous traitement avirémique, donc avec un traitement efficace, ne pouvaient pas transmettre le VIH à des partenaires. Nouvelle qui avait fait l'effet d'une bombe et scandale et qui s'est avérée totalement juste dans les années qui ont suivi, où sa déclaration a été confirmée. Alors c'est pas pour ça qu'il est là ce soir. Bernard Hirschel est actuellement président de la commission d'éthique de la recherche de Genève et je l'ai rencontré, ça fait bientôt au mois d'octobre justement, où il a fait cette présentation sur l'orientation sexuelle et les bases scientifiques par rapport aux origines biologiques au HUG. Et j'ai proposé de venir présenter cette présentation à Dialoguer. Alors c'est un autre, comme le sida, je dirais, la question de l'origine biologique de l'homosexualité, c'est un autre thème très controversé. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter ce soir. Pour moi, je me suis dit, j'ai passé pas mal d'années dans mon adolescence à me poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi j'étais homosexuel. Et à l'époque, j'ai lu un peu les théories des années en vigueur, fin des 70, début des 80, pour arriver à aucune conclusion vraiment probante. Je me disais, tout ce qui est décrit, ça me dit un peu quelque chose, mais c'est pas moi. Autour des 18 ans, je me suis dit, basta, je ne me pose plus la question du pourquoi, mais je me pose la question du comment, c'est-à-dire comment je vais vivre avec cette information, cette donnée, si je puis dire. Et je continue à penser qu'aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour une personne homosexuelle, c'est de se dire, après tout, je n'en ai rien à fichtre ou rien à fichtre de d'où, pourquoi c'est comme ça, mais c'est surtout comment je vais le vivre. Mais il nous semble important quand même d'aborder cette question des bases biologiques, parce qu'on entend quand même régulièrement dans les médias du fait qu'il y a des recherches qui se sont faites, qu'il y a eu des résultats X et Y, des données qui sont parfois un peu confuses dans notre esprit, en tout cas dans le mien, où je me dis je ne sais pas très bien finalement de tout ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et c'est un peu l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de savoir par rapport à ces différentes recherches qui ont été réalisées à cette date, qu'est-ce qui aujourd'hui je dirais, peut être considéré comme des données valides et qu'est-ce qui ne tient pas la route. Voilà, comme vous le remarquez, nous filmons ce soir parce qu'on veut mettre à disposition cette présentation ensuite sur Internet. Sachez que nous ne filmerons pas le public si jamais certains d'entre vous ont envie d'être ici incognito, vous ne serez pas filmés. Par contre, dans la partie, donc il y aura la présentation suivie par une discussion sur la base de vos questions et je vous passerai les micros, donc on vous demande de poser vos questions au micro. Voilà, je passe la parole à Bernard pour sa présentation.
Voilà. Merci beaucoup, Michael, pour cette flatteuse introduction. J'ai donc un peu de temps, étant en moitié à la retraite, et je peux m'intéresser au sujet que j'ai peut-être négligé pendant que j'étais pressé de courir par-ci et par-là. Et parmi cette question qui m'a toujours tracassé, c'est la raison de l'orientation sexuelle. Et c'est de ça que je vais maintenant vous parler. Alors, c'était une conférence préparée pour des médecins. Il y a peut-être encore quelques traces, ci et là, de jargon. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de m'interrompre. Mais en principe, j'ai essayé de rendre les choses compréhensibles pour un public non initié. Et on aura en tout cas du temps à la fin pour clarifier des choses. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je viens d'adresser un message. On va pas l'entendre. Tu mets le micro devant. Celui de la France tout entière. Après l'effroyable turbillon Hop là. c'est la vérité qui a été frappée, mais c'est la liberté qui a été visée. La liberté de choisir son orientation sexuelle, la liberté de déterminer son mode de vie. La France poursuivra encore avec davantage de force son combat pour l'égalité et la dignité des Voilà, femmes je et des crois qu'on peut hommes. s'arrêter là. Il y a peut-être quelque chose qui vous a gêné, que vous a frappé dans les 2 ou 3 phrases que vous avez entendues. Je vous pose la question. De la lutte contre Quelque le chose qui terrorisme n'allait pas. aux côtés du peuple américain. Car aucune Il a dit la liberté de choisir son orientation sexuelle. Et ça, c'est justement la question. Est-ce qu'on choisit son orientation sexuelle, n'est-ce pas? Du reste, beaucoup de tweets ont fait remarquer que ça n'allait pas. Et si vous regardez le site du gouvernement français aujourd'hui, ce discours est changé et on dit la liberté de vivre son orientation sexuelle ou d'exprimer son orientation sexuelle. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, je pense. Et prochaine diapositive, donc. La question est philosophique. Il y a déjà un philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, qui a dit que l'homme ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Il peut ensuite faire peut-être ce qu'il veut s'il y a une liberté d'action. La même chose a été dit par Albert Einstein. Man is free to do what he wants, but he cannot will what he wants. Voilà. Prochaine diapositive. Mon intérêt pour la question de l'homosexualité a été stimulé par 2 patients que j'ai vus il y a peut-être 30 ans maintenant. Il y avait un cas index, celui qui était traité à Genève. C'était un homme qui avait le sida, un toxoplasmose cérébral, c'est un abcès dans le cerveau, tout à fait typique du sida. Et ce qui était particulier, c'est qu'il avait un frère traité par mon collègue bernois avec une pneumocystose, autre infection tout à fait typique du sida. Donc 2 frères, les 2 homosexuels, les 2 atteints de sida. Et puis, il y avait son oncle, vous voyez du côté maternel, qui était impliqué dans un fait divers trouble dont je vais parler encore plus tard. Vous verrez pourquoi ceci a son importance. Alors, quand il y a des maladies qui se concentrent dans des familles, évidemment, on évoque l'hérédité, on évoque éventuellement aussi des facteurs de l'environnement commun. Et c'est la question, est-ce que ceci pourrait influencer l'orientation sexuelle? Prochaine diapositive. Si vous voulez en savoir plus, je peux vous recommander cet auteur, si vous lisez l'anglais, qui a publié 2 livres. Le premier est absolument fantastique, c'est The Emperor of All Maladies, concernant l'oncologie, qui a gagné un grand prix américain, c'est un peu le Goncourt américain, le prix Pulitzer, en 2011. Et puis maintenant, un livre sur la génétique, dont il parle entre autres de la génétique de l'homosexualité, qui explique beaucoup mieux que moi les pour et les contre de cette argumentation. Prochaine diapositive. Alors, première question à discuter, quelle est la fréquence de l'homosexualité? Alors, il existe un sexologue américain dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Kinsey, qui travaillait dans les années 40, qui a choqué
l'Amérique en disant que beaucoup de gens avaient des expériences homosexuelles. En fait, son échantillonnage était particulier, c'était souvent des marginaux, des gens emprisonnés, etc. Mais il a eu ceci de bien de faire l'échelle de Kinsey. Alors, vous voyez, cette échelle de Kinsey va de exclusivement hétérosexuel à exclusivement homosexuel. Et évidemment, quand on parle qui est homosexuel, qui ne l'est pas, ça dépend où on prend les gens. Si on met dans le camp homosexuel tous ceux qui n'ont jamais eu une expérience homosexuelle, ça fait beaucoup de monde. Mais si on se limite à ceux qui s'identifient eux-mêmes comme de prédominance homosexuelle, avec peut-être des expériences hétérosexuelles une ou deux fois, ou alors exclusivement homosexuelles, ça devient beaucoup plus rare. Le chiffre communément admis pour Kinsey 5 et 6 est de 2% actuellement, et concordant dans beaucoup de pays et dans beaucoup d'enquêtes. Prochaine diapositive. Alors, vous voyez ici qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Là, vous voyez les hommes en rouge, les femmes en bleu. Et vous voyez à droite qu'il y a plus d'hommes qui s'identifient comme surtout ou complètement homosexuels que de femmes, mais qu'il y a plus de femmes qui s'identifient comme bisexuelles ou surtout hétérosexuelles, mais parfois un peu homosexuelles. Prochaine diapositive. Vous voyez ici encore une fois le chiffre admis pour l'homosexualité masculine, environ 2%. Prochaine diapositive. Donc la fréquence de l'homosexualité masculine dépend de la définition. Si vous dites ayant jamais eu une expérience homosexuelle, on arrive à des chiffres de 10 à plus de 30%. Si on se limite à Kinsey 5 ou 6, environ 2%. Et puis, il y a beaucoup d'argumentation autour. Pour des raisons politiques, ceux qui désirent obtenir des moyens pour des causes homosexuelles, ou au contraire, ceux qui considèrent là, entre guillemets, menaces homosexuelles, ils ont tendance à exagérer le pourcentage. Et il est évidemment vu que l'homosexualité est reprimée dans beaucoup de milieux, beaucoup de pays, et le problème du nombre inconnu de ceux qui seront homosexuels, mais qui ne l'admettent pas. Donc il faut regarder ces chiffres avec un peu de prudence. Prochaine diapositive. Il y a des différences entre l'homosexualité masculine et féminine. Alors, là, on a déjà dit la bisexualité plus rare chez les hommes, plus fréquente chez les femmes. Kinsey 5 ou 6, 2% chez les hommes, plus rare chez les femmes. Le phénotype, c'est-à-dire l'expression qu'on voit à l'extérieur, est plus stable chez les hommes, c'est-à-dire les hommes homosexuels, une fois ayant fait leur coming out, etc., restent homosexuels pour le reste de leur vie, tandis que chez les femmes, il y a des multiples exemples d'identifiés comme lesbiennes qui ensuite deviennent hétérosexuelles. Pensez par exemple à la femme du maire de New York, qui était une militante lesbienne et qui maintenant semble-t-il une brave épouse hétérosexuelle. Il y a aussi le sida concentré chez les homosexuels masculins, et puis les mesures objectives d'excitation sexuelle qu'on peut faire par expérimentation, beaucoup plus faciles chez les hommes que chez les femmes. Donc tout ça fait que les homosexuels sont des objets pour la recherche beaucoup plus attrayants que les femmes lesbiennes. Et ça fait que les données disponibles sur l'homosexualité sont beaucoup plus abondantes pour l'homosexualité masculine que pour l'homosexualité féminine. Et puis pour ma présentation, ça veut dire que je parlerai surtout des homosexuels masculins. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce qui cause l'homosexualité? Alors, je vais être bref sur les théories psychanalytiques qui, en gros, disent que c'est à cause des parents. On parle de mère dominante, de père distant. C'est des rapports de cas. Il y a peu de supports empiriques. Et quand on évoque les relations familiales conflictuelles, à la base de l'homosexualité supposée, il se pose la question de l'œuf et de la poule.
Parce qu'on va voir le comportement de l'enfant homosexuel diffère du comportement de l'enfant hétérosexuel, qui va souvent à l'encontre des attentes. Ça peut générer des conflits. Donc, est-ce que c'est le conflit qui cause l'homosexualité ou le contraire? C'est difficile à dire. Prochaine diapositive. Ensuite, il y a cette théorie de l'homosexualité par séduction. C'est la théorie selon laquelle on devient homosexuel par le contact avec des amis ou des connaissances homosexuelles. Ceci est une sorte de dogme dans beaucoup de pays. Par exemple, dans des parties de la Russie, il y a des lois contre la séduction et la propagande homosexuelle. Cette théorie a une plausibilité superficielle parce que beaucoup de facettes du comportement sexuel sont en fait influencées par le comportement des pères. Alors, je vais vous présenter ici une enquête représentative chez des adolescents américains. Donc, on les a interviewés à 3 vagues quand elle ou il avaient 16, 17 et 18 ans. On les a classifiés plus ou moins selon l'échelle de Kinsey. On leur a demandé quelle était leur attirance. Et on leur a demandé de nommer des amis qu'on est ensuite allé interviewer et on les a également classifiés. Et on a comparé ici entre la première et la deuxième vague. Alors, vous voyez ici le titre de cet article est très parlant. Same-sex sexual attraction does not spread in adolescent social networks. Et je vais vous montrer, prochaine diapositive, ce que ça donne comme résultat. Alors, vous avez ici en rouge les enquêtes chez des filles. Alors, on a pris des filles toutes vierges à l'âge de 16 ans. Et on les a distinguées en 2 classes. Les filles qui avaient des amis déjà sexuellement expérimentés et les filles qui n'avaient pas d'amis sexuellement expérimentés. Et on est allé regarder si à l'âge de 17 ans, ces filles avaient perdu leur virginité ou pas. Et ce qu'on voit, c'est que les vierges qui à 16 ans avaient des amis expérimentés avaient 2 fois plus de chances d'avoir été dépucelées à 17 ans que les vierges qui n'avaient pas d'amis sexuellement expérimentés à 16 ans. Donc, ce qui montre l'influence bien connue de l'entourage sur le comportement sexuel. Mais ensuite, on est allé voir des garçons qui se déclaraient Kinsey 0 à 16 ans. Et puis, on avait regardé dans les amis de ces garçons s'il y avait des garçons qui n'étaient pas Kinsey 0 à 16 ans. Et puis, on a regardé à 17 ans qu'est-ce qui était arrivé, comme chez les filles avec leur expérience sexuelle. Et on voit que ça joue aucun rôle. Qu'ils aient des amis qui ont des tendances homosexuelles ou pas, n'a pas influencé leur propre comportement entre 16 et 17 ans. Donc, c'est une évidence empirique que les préférences sexuelles, contrairement au comportement sexuel chez les filles à gauche, sont fixées à l'âge de 16 ans et peu influencées par les pères. Prochaine diapositive. En fait, l'orientation sexuelle est précoce. En général, elle antidate la puberté et toute expérience sexuelle. Voici un graphique où vous voyez ici la puberté chez ce groupe d'homosexuels mâles, autour de 13 ans en moyenne. Et vous voyez que ici le pourcent qui a réalisé les premières attractions homosexuelles, à quel âge? Et vous voyez que déjà avant la puberté, il y a beaucoup de ces homosexuels qui disaient qu'ils étaient attirés par les garçons. Donc bien avant la puberté, là c'est quand ils ont reconnu ça eux-mêmes, et puis le coming out plus tard. Mais ceci montre que la réalisation de l'attirance pour les garçons est précoce avant la puberté. Michael m'a donné, prochaine diapositive, les statistiques suisses et qui, chez des gays, où vous voyez que l'âge moyen de la première attraction consciente est également déjà avant la puberté. Et ceci a été investigué dans beaucoup de pays différents avec toujours le même résultat. Prochaine diapositive. Le comportement
des futurs homosexuels masculins et féminins se distinguent déjà avant la puberté. On l'a demandé aux mères si leurs enfants avaient des attitudes plus typiques de filles s'ils étaient des garçons ou de garçons s'ils étaient des filles. Et chez les futurs homosexuels, c'était le cas chez 54% en rétrospective, et chez leurs frères hétérosexuels, chez seulement 9%. C'est une différence massive. Et puis, on a aussi demandé de les situer sur une échelle visuelle analogue entre E et 5, entre masculins, par exemple, selon leur masculinité. Alors, les futurs hommes homosexuels, en tant qu'enfants, avaient un score de 3,47 et les futurs hommes hétérosexuels, un score de 4,5, ce qui est une différence relativement grande. Même chose pour les futures femmes homosexuelles et les futures femmes hétérosexuelles. Sur d'autres échelles, par exemple l'échelle d'athléticité qui est liée à la masculinité, on a trouvé les mêmes différences. Et ça, j'insiste, à l'âge prépubère, donc pas au moment ou après la puberté. Prochaine diapositive. Encore plus frappant est cette série de cas. Alors, il arrive que des enfants ont des malformations génitales absolument majeures et ou perdent leurs organes génitaux par un accident peu après la naissance. Dans les années 50 et 60, on a pensé, bon, ils n'ont plus, ces garçons n'ont plus de testicules, n'ont plus de pénis. Alors, nous allons transformer chirurgicalement ces garçons en filles et on va les éduquer comme filles. Ce serait probablement mieux pour eux ou pour elles. Et on a trouvé 7 de ces individus et on a investigué leur attirance sexuelle à l'âge adulte. Donc, les enfants qui, à la naissance, ont été filles et qui ont été éduquées comme filles et qui étaient femmes, entre guillemets, à l'âge adulte. Malgré ça, tous ces 7 individus ont eu une attirance hétérosexuelle pour des femmes à l'âge adulte. C'est quand même très frappant, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, par exemple, qu'un garçon est homosexuel parce que sa mère voulait une fille et puis elle l'éduquait un peu comme une fille. C'est difficile à croire quand on voit ça, n'est-ce pas? Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, que les jeux sont peut-être faits à la naissance déjà. Prochaine diapositive. Juste pour être clair, les individus XY sont des garçons. Ah oui, ce sont des garçons. Oui. Et individus XY, ce sont des hommes. Oui. Ouais. Tout à fait. Prochaine. Alors, si nous admettons que l'orientation sexuelle est très précoce, il faut envisager peut-être une influence de facteurs pendant la grossesse. Alors, on peut penser à des hormones, n'est-ce pas? Hormones féminisants, hormones masculins. On peut aussi évoquer une origine génétique, et les deux peuvent être complémentaires. Par exemple, des facteurs génétiques agissant sur l'environnement hormonal pendant la grossesse, etc. Alors, on va examiner un peu ces possibilités maintenant. Prochaine diapositive. Alors, un petit rappel d'embryologie. Qu'est-ce qui se passe pendant le développement de l'embryon? Dans les premières 6 semaines après la conception, on ne peut pas distinguer l'embryon masculin de l'embryon féminin. Quand on l'examine de l'extérieur, il a exactement le même aspect. Mais ensuite, entre les semaines 7 et 12, il y a cette différenciation. Et on peut dire qu'en l'absence du chromosome X, le développement va vers le féminin. Donc, il y a quelque chose sur le chromosome chromosome Y, excusez-moi, absence du chromosome Y, le développement va vers le féminin. Donc, il y a quelque chose sur ce chromosome Y qui est appelé SRY, Sex Determining Region of the Y chromosome, en anglais, qui fait que ça devient un homme et pas une femme. Prochaine diapositive. Alors, ce gène, SRY, qui produit donc des protéines appelées petit SRY, qui, par plusieurs étapes intermédiaires, induisent la différenciation des gonades, donc les précurseurs des organes génitaux mûrs, en testicules, et ces testicules contiennent
deux types de cellules. Les cellules appelées de Leydig, du nom de celui qui les a décrits le premier. Ces cellules de Leydig produisent des hormones mâles, en d'autres termes des androgènes, et ça fait pousser les organes génitaux masculins. Et d'autre part, il y a dans ces petits testicules des cellules de Sertoli qui produisent une substance qui est appelée anti-mullérien. Bon, c'est un peu barbare. Ce que ça veut dire, que c'est une substance qui inhibe et fait disparaître les précurseurs des organes génitaux féminins. Donc, ceci se fait entre la 7e et la 12e semaine. Et il est évidemment raisonnable de penser que la différenciation dans l'orientation sexuelle se fait en même temps par l'impact de ce facteur ou de ces facteurs sur le cerveau. Alors, prochaine diapositive. Ce dogme a été développé par un embryologue français qui s'appelait Jost, qui a vécu de 1916 à 1991, est connu sous le nom de paradigme de Jost. Prochaine diapositive. Voilà, donc, influence sur le cerveau. Alors, on va ici dans un sujet très chaud, c'est la différence entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Alors, on trouve tout genre de choses sur l'Internet, comme par exemple ici. Et puis, prochaine diapositive, mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Nous voulons savoir la différence du cerveau de l'homosexuel et de l'hétérosexuel. Prochaine diapositive. Alors là, il aurait de nouveau, si on avait des sugus, une question à un autre sugus, quel modèle animal pour l'homosexualité masculine humaine? Alors ceux qui ont vu la conférence à l'hôpital, évidemment, ne peuvent pas répondre, mais quelqu'un sait? Ah, c'est difficile, je ne savais pas non plus. Prochaine diapositive. Ah oui, il y a quelqu'un qui sait. Bonobo. Bonobo, non, Bonobo n'est pas bon. Ouais. Ils ont pas fait des expériences sur des oiseaux et sur des rats, je crois. Oui, mais pour le modèle de l'homosexualité masculine, il y a encore autre chose. Alors, je vais vous donner une indication. Le mouton? Le mouton, voilà. Le mouton, c'est juste, c'est un mouton. Prochaine diapositive. Alors là, si vous, question subsidiaire difficile, comment s'appelle le mâle et la femelle du mouton en anglais? Deux sugus. Prochaine diapositive. Voilà, alors vous le voyez ici, c'est le ram et you. C'est pas Ivy, c'est difficile. Bien, alors, prochaine diapositive. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les boucs? Alors, il y a environ 5 à 10% des béliers qui sont Kinsey 6. Ils ne s'intéressent pas du tout aux brebis, ils s'intéressent à ce que vous voyez à droite, et on peut leur offrir tous les brebis, ils vont toujours monter sur les dos de bélier. Prochaine diapositive. Alors, il y a un vétérinaire entreprenant qui est allé examiner systématiquement les cerveaux de ces béliers homosexuels, et il a trouvé quelque chose qu'il appelait le noyau dimorphique, donc qui a deux formes du point de vue sexuel. Et la chose est restée une curiosité pour des vétérinaires intéressés, qui s'intéressent aux moutons. Du reste, c'est un problème parce que les éleveurs de moutons, ils achètent de ces béliers, et puis on leur dit qu'il faut faire bien attention, il faut les tester avant pour ne pas en attraper un qui est homosexuel, parce que là, il ne sert à rien, et on perd son argent. Bon, bref, il a trouvé une différence dans un endroit du cerveau, et, prochaine diapositive, c'est resté donc une curiosité, et puis vous voyez ici que les brebis, ils ont mesuré le volume de cet endroit du cerveau, et vous voyez que le volume du brebis, il est petit. Chez le bélier homosexuel, il est un peu plus grand, mais nettement plus petit que chez le bélier hétérosexuel. Bon, alors ça serait resté une curiosité si, prochaine diapositive, quelqu'un n'avait pas essayé de voir le même noyau chez l'homme. Alors là, je vais vous montrer, ça c'est un ancien dessin d'un cerveau.
Prochaine diapositive. Et la partie qui est intéressante est située dans ce petit carré-là. C'est la région qu'on appelle hypothalamique. Et ce que ces auteurs ont fait, on peut revenir juste en arrière un petit peu. Alors ça, c'était publié donc en septembre 1991 en Science. C'est un article qui a été cité 773 fois, ce qui est beaucoup, donc a fait a eu beaucoup d'impact. Parce qu'il a trouvé donc une différence dans la structure hypothalamique. Vous avez vu le carré, vous savez où c'est à peu près, entre les hommes homosexuels et hétérosexuels. Prochaine diapositive. Prochaine. Voilà, alors en gros, vous voyez, il y a là des groupes de cellules qu'on peut distinguer. On les appelle noyaux. Parfois, c'est des vrais noyaux. Enfin, il peut y avoir d'autres formes. Et puis, la structure qui est différente est celle qui est marquée en rouge. Et comme chez les moutons, on a mesuré donc le volume de cette structure. Et je crois que c'est la prochaine diapositive. Là, un dessin, vous voyez, c'est ici et c'est là. Et puis alors, on a trouvé que ce noyau était plus grand chez les hétérosexuels que chez les homosexuels. Prochaine diapositive. Alors, du point de vue dessin, vous voyez ça ici. Ça, c'est donc les femmes. Alors, petit noyau, les hommes homosexuels, la plupart, le noyau est également petit. Les hommes hétérosexuels, le noyau est plus grand. Alors, c'est une différence statistiquement significative, c'est-à-dire il y a peu de chances que ce soit dû au hasard. Mais c'est une corrélation statistique. Vous ne pouvez rien conclure à partir d'une valeur individuelle. Par exemple, ici, dans les hommes homosexuels, il y a un qui a un très grand noyau de ce type. Prochaine diapositive. Alors, ceci a ouvert la possibilité d'essayer de voir qu'il y avait des différences entre homosexuels et hétérosexuels dans les structures cérébrales. Alors, il y a plein d'articles, prochaine diapositive, et c'est d'aller un peu dans tous les sens, l'épaisseur de la matière grise, l'activation différentielle des réseaux de neurones, la réaction du cerveau au changement d'irrigation sanguine, l'activation des neurones par dégoût, la symétrie cérébrale, l'anatomie des connexions entre les parties gauche et droite du cerveau, le centre d'odorat. Tout ça, il y a des gens qui ont trouvé des subtiles différences, souvent pas très bien documentées, mais il est probable que dessous tout ça, il y aura quelque chose qui restera dans la différence entre les structures cérébrales, qui, par ailleurs, se développent en même temps que les organes sexuels, à peu près, ce qui renforce l'idée que peut-être l'orientation sexuelle est déterminée également dans cette période entre 9 et 12 semaines de la vie fœtale. Prochaine diapositive. Alors, des différences existent, notamment dans les structures primitives du cerveau, pas dans la matière grise, mais plutôt dans l'hypothalamus, qui est commun aux reptiles, aux rongeurs et aux hommes. La différence pourrait se faire sous l'influence d'hormones mâles, androgènes, qui sont produits par les testicules fœtaux entre la 7e et la 12e semaine de la grossesse, et le cerveau naissant du fœtus XY, donc du fœtus du futur garçon, est exposé à des concentrations plus élevées que le cerveau du fœtus féminin. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, alors, on va garder ça en tête, mais on va passer maintenant à autre chose. Alors là, je vous montre une main, et dites-moi, est-ce que c'est un homme ou une femme? Et pourquoi? La différence entre l'index et l'annulaire. Ah voilà, quelqu'un qui sait ça. Alors, c'est... Non. Donc ici, cette main, ceci de particulier, que l'index est plus long que l'annulaire. Et d'une manière assez frappante. Ils ont peut-être un peu triché par Photoshop là. Mais prochaine diapositive. Et donc, le quotient 2D divisé par 4D, ce qui veut dire la longueur de l'index divisé par la longueur de l'annulaire, est plus grand que 1.
Et ça, c'est plutôt une femme qu'un homme. Prochaine diapositive. Alors, c'est assez bizarre, mais on pense que l'index a beaucoup de récepteurs d'œstrogènes, donc dans la vie fœtale, ça fait pousser l'index, tandis que l'annulaire a beaucoup de récepteurs d'androgènes, donc dans la vie fœtale d'un garçon, eh bien, ça fait pousser l'annulaire. Prochaine diapositive. Alors, en réalité, la différence n'est pas aussi importante que aurait suggéré cette photo un peu truquée. Vous voyez ici la différence dans le quotient, en bleu les hommes, en vert les femmes. Là, c'est les deux ensemble. Mais vous voyez que la différence, elle existe, elle est statistiquement significative, mais enfin, ça se recoupe quand même pas mal, n'est-ce pas? Prochaine diapositive. Alors, cette différence est donc due, pense-t-on, à l'exposition prénatale aux hormones sexuelles. Pourquoi? Bon, il y a femme, le quotient est élevé, homme, le quotient est bas, mais il y a des maladies qui font que le fœtus féminin est exposé à un excès d'androgène. Et là, ça change la chose, le quotient devient bas, et le contraire, quand le fœtus masculin n'a pas de récepteur pour des androgènes, ça c'est une autre maladie, eh bien, le quotient devient haut. Prochaine diapositive. Et qu'est-ce que ça a à faire avec notre question d'homosexualité et hétérosexualité? Eh bien, ce quotient est bas chez les femmes homosexuelles, semblable à celui des hommes. Et ceci est une indication que peut-être des cas d'homosexualité féminine peuvent être dus à des anomalies à l'exposition hormonale pendant la grossesse. Prochaine diapositive. Alors, encore un autre chapitre pour les déterminants biologiques de l'homosexualité. C'est ce phénomène qui a été multiple fois confirmé, très bizarre. Et c'est que, dans la population générale, on l'a dit, la probabilité d'être homosexuel pour un homme, environ 2%. Mais si vous avez un frère aîné, cette probabilité monte. Et si vous avez 2 frères aînés, elle monte encore. Et si vous avez 3 frères aînés, elle monte encore. Et 4 frères aînés, encore plus. Ça, c'est quand même très bizarre. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Prochaine diapositive. Alors, on peut d'abord voir que c'est par la mère que ça passe. Parce que c'est uniquement le nombre de frères plus jeunes qui compte. Pardon, j'ai dit aîné, c'est plus jeune. Et le nombre de frères plus jeunes est sans influence. Le nombre de demi-frères où le père est pareil, c'est sans influence. Le nombre de frères adoptifs est sans influence et le nombre de sœurs est sans influence. Alors c'est uniquement donc le nombre de frères aînés par la mère. Prochaine diapositive. Alors, ça peut rappeler aux médecins, probablement pas au public général, une autre maladie dont la fréquence augmente avec le nombre de grossesses précédentes. Peut-être quelqu'un sait quelle c'est cette maladie, elle est très connue en pédiatrie. Prochaine diapositive. C'est la maladie qui résulte de l'incompatibilité sanguine entre la mère et le fœtus. Ça s'appelle hydrops fœtal ou la maladie du facteur rhésus. Et ce qui fait que la mère, par des grossesses successives, est sensibilisée au sang de l'enfant. Et cette sensibilisation fait que l'enfant naît très anémique et avec des malformations. Et c'est très grave pour l'enfant. Prochaine diapositive. Alors, de là vient un modèle qui dit la préférence sexuelle est une sorte d'interrupteur moléculaire dont la position par défaut pointe vers le mâle. Alors je l'ai indiqué ici. Donc la position par défaut de l'interrupteur pointe vers George Clooney. Mais la chromosome Y produit un facteur, je l'ai appelé ici PSF, préférence sexuelle pour des femmes, qui pousse l'interrupteur vers Scarlett Johansson. Prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce que ça a à faire avec cette histoire de frères qui deviennent de plus en plus homosexuels? On peut s'imaginer que lors d'une première grossesse,
la mère est exposée à ce facteur putatif PSF, préférence sexuelle pour les femmes. Elle s'immunise par rupture de la barrière entre l'enfant et la mère lors de l'accouchement. On appelle ça rupture de la barrière placentaire. Et puis, les anticorps contre PSF persistent après la première grossesse. Et lors de la grossesse avec un deuxième fils, les anticorps anti-PSF empêchent la préférence sexuelle pour les femmes. Prochaine diapositive. Voilà. Alors donc, on vient petit à petit aux facteurs génétiques. Et je vais d'abord commencer par expliquer quelques termes de génétique. Évidemment, on ne peut pas faire tout un cours sur la génétique, mais ceci peut aider à comprendre. Alors, on distingue donc en génétique le génotype, ce qui est sur l'ADN ou sur le chromosome, du phénotype, ce qu'on voit de l'extérieur. Par exemple, il existe des hommes qui sont XY, mais qui, pour des raisons de maladie hormonale, ont l'air de femmes. Donc, le génotype est XY, mais le phénotype est féminin. Je pense que c'est ça la différence. Voilà. Alors, l'homme a 44, 2 fois 22 paires de chromosomes qu'on appelle autosomales, plus un chromosome X et un chromosome Y. Ça fait 46 ensemble. La femme, elle a 22 paires de chromosomes autosomales plus 2X. Ça fait aussi 46. Dans les chromosomes autosomaux, l'un vient du père, l'autre vient de la mère. Le garçon obtient son X de la mère, son Y du père. Un locus est un endroit spécifique sur le chromosome. Un locus donné peut avoir des caractéristiques variées et on appelle ces caractéristiques allèles. Alors il faut s'imaginer une chaîne de perles de verre où la 5e perle peut être rouge, blanche ou verte. Alors là, on dirait que le locus 5 a 3 allèles. Alors, quand les deux chromosomes ont le même allèle à un locus donné, l'individu est appelé homozygote. Et quand les deux allèles diffèrent, on dit que l'individu est hétérozygote. Voilà, ces quelques termes vont être utiles pour comprendre ce qui suit. Prochaine diapositive. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques de l'homosexualité masculine? Alors, il doit y en avoir probablement, parce que dans la population générale, on l'a dit, la fréquence est de 2 à 3%, mais s'il y a un frère homosexuel, la probabilité qu'un autre frère soit également homosexuel est beaucoup plus élevée, 9%. C'est aussi vrai pour un faux jumeau, c'est comme deux frères, mais si c'est un vrai jumeau, qui sont donc génétiquement identiques, la probabilité augmente à environ 25%. Prochaine diapositive. Alors, facteur génétique, c'est l'histoire du verre plein, moitié plein ou moitié vide. 23%, c'est pas 100%. Il doit y avoir d'autres facteurs, il faut l'admettre tout de suite, n'est-ce pas? Mais il doit y avoir un facteur génétique et la question est lequel? Et où est-ce que ça se situe sur le génome, ce facteur? Prochaine diapositive. Alors revenons à l'histoire à l'origine de ces deux frères homosexuels. Alors vous voyez qu'il y avait aussi l'histoire de l'oncle. Alors cet oncle, c'est une histoire qui m'avait beaucoup frappé pour des bonnes raisons. Il s'agissait d'un homme très en vue dans une autre ville de la Suisse, à Zurich. Je ne sais plus le détail, mais pensez colonel à l'armée, conseiller national, président du parti radical, à peu près, hein, qui était donc trouvé mort dans un endroit de drague homosexuel, dans des circonstances qui ont très fortement suggéré qu'il a été assassiné par un prostitué masculin homosexuel. Alors ça fait beaucoup de bruit, comme vous imaginez là, à l'époque, je crois qu'on n'a jamais trouvé le meurtrier. Mais ce que ça a montré, que là, on avait probablement deux frères et un oncle homosexuel. Alors quand vous trouvez, prochaine diapositive, des frères et des oncles homosexuels, ça doit vous rappeler des maladies génétiquement transmises par le chromosome X. Et l'exemple le plus connu, c'est l'hémophilie dans les familles royales d'Europe. Alors vous voyez ici qu'un gène apparu chez la reine Victoria d'Angleterre s'est répandu dans les familles royales européennes, donc espagnoles, ici le Tsarevitch Alexis de Russie, Valdemar de Prusse, etc.
Et quand on regarde ici, les carrés orange sont des hommes atteints d'hémophilie. Et vous voyez ici, là, il y a 2 frères et ensuite 2 oncles du côté maternel. Et ça, c'est très suggestif d'une transmission par le chromosome X, comme dans notre famille que je viens de mentionner. Vous trouvez d'autres exemples dans ce graphique. Prochaine diapositive. Alors, cette coïncidence entre frères, oncles, etc., a frappé d'autres. Et cet article est apparu en 1993 qui a suggéré qu'il y avait un lien entre les marqueurs sur le chromosome, entre le chromosome X et l'orientation sexuelle masculine. Alors, ces auteurs ont donc cherché systématiquement des individus ou des familles où 2 frères étaient homosexuels. C'était une population assez particulière, blanche, d'origine européenne, bien éduquée, etc. Prochaine diapositive. Et puis vous voyez ici plusieurs pédigrés où on voit ici cette transmission avec 2 frères, par exemple ici, un garçon et son oncle atteints, là aussi, là également, dans 2 générations, etc. Donc, cette transmission, entre guillemets, supposée, s'est retrouvée dans d'assez nombreuses familles. Prochaine diapositive. Alors, ils ont regardé dans les individus gays la probabilité d'homosexualité parmi les frères, 13,5%, clairement plus élevée que dans la population générale, mais également chez les oncles maternels, 7,3%, mais pas chez les oncles paternels, comparé à la population générale de 2%, je l'ai déjà mentionné. Prochaine diapositive. Alors, on a fait sur ces individus quelque chose qui s'appelle analyse de liaison. Alors, je vais vite expliquer de ce que c'est. Le fils obtient le X par sa mère. Alors, ayant 2 chromosomes X, elle transmet à ses fils, et elle a plusieurs fils, tantôt l'un, tantôt l'autre chromosome de façon aléatoire. Et si la mère est hétérozygote, donc les 2 chromosomes diffèrent, et a 2 fils, les allèles sur les 2 fils seront identiques environ la moitié du temps. Mais si nous imaginons que l'orientation sexuelle est liée à un allèle particulier situé sur le X, dans ce cas, les allèles seront identiques chez les 2 fils homosexuels. Alors, c'est le type d'analyse qu'on a fait. Et ça s'appelle, c'est une technique classique qui s'appelle analyse de liaison. Prochaine diapositive. Alors, vous voyez ici un schéma. En bas, vous voyez le schéma du chromosome X qui est strié dans une coloration particulière. Ces stries portent les noms. Et puis, vous voyez que si vous regardez un locus particulier, le DX996, vous voyez que là, les 2 fils sont concordants 19 fois et discordants 19 fois. C'est ce qu'on attend quand la distribution est aléatoire. Et puis ici, c'est 24 et 13. Ça, c'est pas très différent de 1 à 1. Mais à un endroit particulier, au bout du chromosome X, à l'endroit Q28, eh bien, il y avait 30 paires concordants et 5 discordants. Alors ça, c'est très différent de 1 à 1 et suggère qu'il y a une liaison entre l'homosexualité et cet endroit du chromosome X. Prochaine diapositive. Alors, j'ai traduit ici leur conclusion. Donc, nos données indiquent une corrélation entre la transmission de marqueurs génétiques dans la région XQ28 et l'orientation sexuelle dans un groupe sélectionné de mâles homosexuels. Souvenez-vous, ils ont spécifiquement cherché des paires de frères homosexuels, etc. La preuve définitive de l'origine génétique d'un comportement humain particulier, ici l'homosexualité, reposera sur une cartographie plus précise et sur l'isolement des séquences génétiques responsables ainsi que de leurs produits. Voilà, ça c'était la conclusion de ce travail qui a énormément fait parler de lui. Prochaine diapositive. Et qui a été accueilli avec enthousiasme par certains, mais avec un grand scepticisme par d'autres. Alors, le scepticisme, il faut que je vous l'explique. Alors, la première chose, je vais vous montrer ici
Ça, ce serait pour 3 sugus, parce que c'est difficile à voir. C'est là, on a 17 homosexuels. C'est les carrés noirs. Et il y a un qui se distingue des 16 autres. Et la question est lequel et pourquoi? Ce sont tous des individus adultes, hein, mais l'un se distingue des autres. Alors, vous voyez, c'est celui-ci. Et qu'est-ce qu'il distingue? Il a un enfant. Bon, alors, ça montre simplement que les homosexuels, comparés à la population générale, ont peu d'enfants. Et il y a évidemment des homosexuels avec des enfants, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Alors ça pose un problème pour un trait génétique, parce que dans l'évolution, sur millions d'années, c'est très punitif. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des homosexuels s'ils n'ont pas d'enfants? Après 20 générations, il n'y en aurait plus. Donc, ou bien il y a quelque chose qui produit tout le temps la nouvelle mutation, mais alors là, on ne le verrait pas bien transmise. Ou bien alors, prochaine diapositive, il y a une compensation. Alors, il existe des maladies ou des anomalies qui, d'un côté, sont désavantageux pour l'individu, mais de l'autre côté, sont avantageux. Et il y a une étude italienne qui prétend que la fécondité de tantes maternelles et de grand-mères d'hommes homosexuels appariée à des hommes semblables hétérosexuels est plus grande. Donc ici, les hétérosexuels en moyenne avaient 1,54 enfants, les tantes maternelles et grand-mères, tandis que les tantes maternelles et les hétérosexuels avaient 1,54 enfants, mais les tantes maternelles des homosexuels avaient 1,98 enfants. Différence statistiquement significative. En d'autres termes, l'effet délétère de la mutation présumée qui rend l'homme homosexuel et peu fertile est compensé par quelque chose qui rend les femmes plus fertiles. Alors, bon, ça a été discuté parce que ça s'est fait en Italie. Vous voyez que le nombre d'enfants n'est pas élevé. Avec 54, c'est pas beaucoup, ça suffit même pas pour maintenir la population. C'est très loin des situations qui auraient pu exister sans contraception. Et donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas une preuve de la compensation du déficit de fécondité des homosexuels par leurs proches, tantes, etc. Prochaine diapositive. Oui, mais le vrai problème du gène gay depuis 1993, c'est d'abord qu'il y a plusieurs études qui ont essayé de reproduire le résultat dans d'autres populations et n'ont pas trouvé qu'il y avait l'analyse de liaison avec le chromosome X. Et surtout, on n'a pas identifié le gène et son mode d'action, parce qu'évidemment ça serait intéressant si on trouvait une protéine qui rend les gens homosexuels, etc. Enfin, c'est ça qui aurait fait la preuve. L'évidence statistique n'est pas très faible et pas très forte. Et il y a encore eu un journal en 2014 qui a publié une étude semblable. Et les experts en la matière, là il y a un expert suisse qui est Jacques Fellet à Lausanne, n'y croit pas vraiment. Donc je pense que l'existence du gène gay, c'est toujours un point d'interrogation, mais ces dernières années, le scepticisme l'a plutôt emporté. Prochaine diapositive. Alors, est-ce qu'on ne va jamais y voir plus clair? Évidemment, c'est très difficile de réunir toutes ces données, de réunir les gens et le nombre de personnes nécessaires, etc. Et on se demande qui va financer ce genre d'études. On ne peut pas guérir une maladie avec ça, etc. Et l'espoir vient peut-être d'un endroit tout à fait inhabituel. Aux États-Unis et aussi chez nous, il y a maintenant beaucoup de boîtes qui séquencent votre génome pour pas bien cher. La grande question, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information? Pour le moment, pas grand-chose. Mais enfin, il y a des dizaines de milliers de gens
qui ont envoyé leur génome analysé. Et si vous faites ça, par exemple ici à cette compagnie 23 vous comprenez pourquoi, à cause des 23 paires de chromosomes, vous pouvez cocher une petite case qui dit on met à disposition mon échantillon pour des recherches scientifiques. Et là, sur des quantités gigantesques de gens qui remplissent ensuite un questionnaire online sur leurs préférences sexuelles, on va essayer de tirer plus au clair cette question d'origine génétique de l'homosexualité. Prochaine diapositive. Selon Jacques Fellet, on n'a rien trouvé jusqu'à présent. Avec 50 000 individus, et si ça continue comme ça, quelqu'un va une fois se décourager de continuer à chercher. Prochaine diapositive. Alors, concernant toujours la génétique, le dernier bateau qui a fait beaucoup parler de lui, c'est l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Alors, l'épigénétique, c'est tout ce qui arrive au génome, mais qui n'en altère pas la séquence. Alors, par exemple, méthylation, liaison avec histone, etc. Alors, vous imaginez l'œuf et le sperme a un génome complet. Mais ensuite, les tissus se différencient et il y a un mécanisme qui prévient la fonction de certains gènes pour, par exemple, faire seulement de l'os ou faire seulement de la graisse. Et ces changements qui interviennent par blocage de la transcription des gènes sur l'ADN s'appellent épigénétique. En fait, on pensait que ces changements épigénétiques étaient transitoires et que chaque œuf et chaque zygote, donc l'union de l'œuf et de sperme, commençait par une table rase. Mais des études récentes ont montré que ce n'est pas toujours le cas. Et certains changements épigénétiques peuvent être transmis. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'effet d'une famine en Hollande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur les descendants, ou encore dans la deuxième et la troisième génération, on voit que les enfants qui, dans le ventre de leur mère, étaient exposés à une restriction calorique très importante, ont certaines maladies plus fréquemment que ceux qui n'étaient pas exposés. Voilà, donc la possibilité que certains changements épigénétiques, appelés aussi epimarques, sont héréditaires. Donc une exception à la règle selon laquelle chaque embryon commence par une table rase. Maintenant, la différenciation sexuelle y inclut la préférence sexuelle, vous avez vu, dépend d'influence hormonale pendant la vie fœtale, c'est le dogme de Yost, l'influence des androgènes sécrétés par les gonades du fœtus XY, etc. Vous avez vu cette théorie de la différenciation sexuelle que je vous ai montrée il y a 20 minutes. Et dans le fœtus XX, il aurait donc moins d'androgènes, etc. Voilà, prochaine diapositive. Alors on s'imagine que c'est comme ça, s'il y a là des androgènes, le fœtus masculin exposé à beaucoup, alors il devient masculin, le fœtus féminin exposé à peu, alors il devient féminin, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Prochaine diapositive, parce qu'en réalité, ça se recoupe pas mal. Vous voyez, le garçon est exposé à un peu plus d'androgènes, c'est vrai, mais il y a une large zone entre deux où les deux choses se recoupent. Et alors la question qu'on peut se poser, pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup plus de problèmes d'intersexe que maintenant? Parce que c'est quand même extrêmement rare que les enfants naissent avec des organes génitaux ambigus, etc. Prochaine diapositive. Alors on pense que c'est pas seulement, ce dogme de Yost n'est pas complet, c'est pas seulement plus d'hormones masculins qui fait que le garçon se différencie vers le garçon, mais il doit aussi avoir une sensibilité aux androgènes diminuée chez les fœtus féminins, et ceci sera la conséquence d'épimarques. Prochaine diapositive. Alors vous voyez ici l'histoire de la préférence sexuelle. Vous avez ici, dans l'embryon précoce, vous avez peu d'épimarques, et dans ce fœtus féminin, des épimarques pour la préférence sexuelle se développent. Ils empêchent le Y d'agir sur la préférence sexuelle. Ensuite, des épimarques, s'ils ne disparaissaient pas,
peuvent persister et se retrouver dans l'œuf de la fille. Et le fils de la fille hérite des épimarques et ainsi les préférences sexuelles de sa mère. Ça, c'est la théorie. C'est assez attrayant, c'est assez logique. Prochaine diapositive. Il y a plusieurs problèmes avec cette théorie. D'abord, comme je l'ai déjà dit, quand la cellule souche embryonnaire naît à partir de la cellule du corps, donc des ovaires, etc., les épimarques sont en principe effacés. Et la même chose, il y a une deuxième période d'effacement quand l'œuf et le sperme se réunissent pour donner la zygote. Ça, c'est une chose, et puis surtout à l'heure actuelle, c'est une théorie, mais il n'y a pas le début d'un commencement d'une preuve, il faut bien l'admettre. Prochaine diapositive. Alors, les messages à ramener chez soi. Commençons par ce qui est sûr. Madame Bouton en anglais s'appelle You, alors ça, on peut l'affirmer. Prochaine diapositive. Aussi sûr qu'environ 2% des hommes sont homosexuels stricto sensu. Leur orientation sexuelle est fixée très tôt, probablement pendant la vie fœtale, entre la 9e et la 12e semaine. L'orientation sexuelle, en analogie avec la différenciation des organes génitaux, est influencée par le taux d'androgènes fœtaux, ainsi que par la sensibilité du cerveau fœtal aux androgènes. Est-ce qu'il existe un gène gay? Ni le gène gay, ni son produit ont été identifiés. Les supports statistiques cités en support du lien génétique ne sont pas très solides. Les changements épigénétiques réglant la sensibilité aux androgènes offrent une hypothèse attrayante mais non prouvée en 2006. Prochaine diapositive. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup.